Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes à Mohamedia, on enregistre avec le professeur Ahmed Silaj, professeur à l'université Hassan II de Casablanca, historien. Bonjour professeur. Bonjour. On est très content de vous voir aujourd'hui. Marhavik, c'est Lali. Vous êtes attendu sur un sujet qu'on est très content de traiter avec vous. Vous allez nous parler du Rif. Alors, quand je vous ai posé la question de l'histoire du Rif au téléphone, vous m'avez dit qu'il faut commencer par l'émirat ou le royaume de Nkour, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah ben alors, on commence. Non, vous savez, l'histoire c'est un tout indivise. C'est-à-dire on ne peut pas s'introduire comme ça, s'infiltrer, puis décider tout d'un coup que l'histoire va commencer à telle date, D'accord. et que ça va finir à telle date. Donc, quand on dit c'est un tout, il faut voir l'histoire dans sa globalité. C'est-à-dire c'est tout un processus, une marche. Il faut la commencer là où il commence, quoi qu'on ne sait pas exactement ni Après, quand. il y a un problème de source également, un problème de connaissance. Oui, on va parler de tout ça. Le Rif, il est une des régions du Maroc, bien sûr, qui a contribué d'une façon très efficace à l'histoire de ce que j'appellerais la nation marocaine. Mais l'histoire du Rif est restée un peu à l'écart de l'histoire de la Méditerranée occidentale. C'est pas nécessairement en relation uniquement avec le Maroc, mais avec toute cette zone occidentale de la Méditerranée. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, il ne faut pas oublier que le Rif est une zone qui est montagneuse. C'est une zone montagneuse, ça veut dire que les reliefs du Rif sont d'accès très difficile, que la nature a exigé un certain nombre de comportements pour les hommes, les humains qui sont là. Alors, il y a cette géographie difficile, d'une part, qui empêche parfois même la communication entre les zones rifaines. Mais en même temps, c'est une zone qui est très ouverte sur la mer, sur la Méditerranée. Et donc, ces deux caractéristiques ont, à travers l'histoire, influencé le parcours du Rif. On ne va pas commencer l'histoire à partir de la préhistoire, évidemment, parce que ces deux caractéristiques, ils ont aussi influencé la recherche. C'est-à-dire le côté difficile de la géographie. L'inaccessibilité de la zone rifaine, d'une part, et ce qui crée un peu de peur, parfois de panique, même chez les chercheurs. Et ça, depuis bien avant l'indépendance du Maroc, même les Espagnols, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts par rapport à, par exemple, en comparaison avec la zone française, sur le plan de la recherche historique, même s'ils ont essayé de faire aussi des institutions de recherche, etc., des musées, mais c'était pas la même chose. Ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites dans cette région. Il n'y a pas beaucoup de recherches, c'est très difficile. Alors, je vais vous raconter des histoires. Vous savez, par exemple, que la préhistoire est très propice, si vous voulez. Les recherches sur la préhistoire sont très propices dans la région de Taza, dans la région de Gassif, et ça s'arrête là. C'est là où on a trouvé les premiers, enfin, pas les premiers hommes, mais la civilisation qui remonte au néolithique. C'est là où on a trouvé les premiers hommes qui ont essayé de faire des bijoux, etc. C'est dans des grottes qui se trouvent à côté de Saka. C'est à la grotte de Tafourelt, connue dans la région de Taza, dans l'Otal. Mais ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire que la préhistoire n'existe pas dans ces zones Rif centrales, puisqu'il y a des sites dans le Rif oriental. Et je crois parce que tout simplement on ne les a pas cherchés. On sait qu'il y a des sites de préhistoire, des petits sites avec du silex, avec des produits, si vous voulez, de culture matérielle des préhistoriens. Mais on n'a pas un gros site qui peut être comparable à celui de Saka, par exemple, ou à Taporalt. Alors, l'histoire du Rif commence comme l'histoire du Maroc. C'est-à-dire, on dit que les Phéniciens, c'est eux qui ont commencé que l'histoire du Maroc, ça commence avec les Phéniciens. Dans le Rif, on a trouvé, bien sûr, aussi un site phénicien très ancien qui s'appelle le site de Sidi Idriss, qui se trouve à côté sur les rives de l'Oued Amkran, c'est-à-dire pratiquement à la limite entre les provinces de Driouch actuelles et la province de Hossima.
Et ce site de Sidi Idriss, il s'est avéré qu'il remonte au moins au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est un des plus anciens sites phéniciens de la Méditerranée occidentale, aussi ancien que celui de Lixus, sinon plus, et que celui de Mogador. Il est plus ancien de celui de Mogador. Celui de Mogador, oui, de l'île. Oui. De l'île de Mogador, oui. Cernay ou Kernay, qu'on identifie généralement à Mogador. Et ce site phénicien, il est, comme par hasard, le site phénicien de Sidi Idriss, il se trouve au même endroit où le fondateur du royaume de Nakour a débarqué au 8e siècle. D'accord. Donc, alors un site, c'est attesté maintenant qu'il remonte au 7e siècle, sinon même au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il reçoit quelqu'un tout seul, on dit qu'il est arrivé tout seul, et qui était à l'origine de la fondation de tout un émirat qui s'appelle l'émirat de Nakour. Mais depuis les Phéniciens, évidemment, le Rif a parcouru plusieurs étapes. On sait que sur la côte riffaine, il y avait plusieurs points, disons des mouillages ou des points remarquables de la côte qui sont signalés sur des cartes anciennes. La carte de Ptolémée, la carte de l'itinéraire antonin, ils signalent des sites. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de site, ni carthaginois, ni romain, sur toute cette zone qui part de l'Oued Melouia jusqu'à Emsa, à côté de Tétouan. C'est un problème. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que j'ai compris de ce que vous dites, c'est que entre les vestiges phéniciens du 7e siècle, vous avez dit avant Jésus-Christ, oui, et l'arrivée du fondateur du royaume Nunkor au 8e siècle après Jésus-Christ, donc il y a 15 siècles, oui, on n'a rien trouvé. Mais fatalement, il y avait quelque chose, vu que c'est des mouillages qui ont été cités par les cartographes que vous avez évoqués. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on cherche pas, ou est-ce que ça nous intéresse pas, ou vous voulez nous dire qu'il s'est passé des choses, mais qu'on n'est pas au courant? Non, fait pas l'effort de comprendre? Je crois tout simplement que ce sont les deux raisons que j'ai évoquées en premier. C'est la difficulté géographique. C'est la difficulté. Je sais, il y a ce vide de la côte actuelle, mais ce vide, c'est un vide artificiel. C'est-à-dire, si vous avez des cartes qui parlent d'un certain nombre de mouillages avec des noms, promontorium avec des noms, et qu'il y a eu des personnes qui sont passées par là, qui ont dit qu'ils ont fait des recherches qu'ils n'ont pas trouvées, ça veut dire il y a deux choses. Soit que la nature et les phénomènes naturels ont complètement supprimé ces sites, dans la région de Melouia par exemple. On peut même maintenant assister à un phénomène d'érosion qui détruit complètement la côte. Et donc, avec la destruction de la côte, il y a des sites qui peuvent partir comme ça. D'accord. Ou le contraire, avec les sédiments marins, c'est-à-dire le sable qui s'attache sur certaines parties, ils peuvent couvrir d'autres sites. Donc, peut-être, il y a certainement un problème de recherche. Mais on a reçu beaucoup le professeur Philly qui nous parle beaucoup de la nécessité de déclencher des fouilles à peu près partout, oui, pour essayer de comprendre tout ça. Et il nous a sensibilisés à ce problème. Mais au-delà de ça, moi j'ai une petite question philosophique, si vous permettez. On parle d'une région qui s'appelle le Rif, que les Marocains connaissent, les auditeurs la situent aujourd'hui. Et pour en parler, on va parler des Phéniciens qui arrivent au moins 700 avant Jésus-Christ. Et on va parler du fondateur du royaume de Nunkor dont je ne connais pas le nom. Saleh ibn Mansour. Saleh ibn Mansour, qui vient de l'Est, donc. Il y a toute une discussion sur les origines. Mais en tout cas, quand on nous la présente, est-ce que vous n'êtes pas un peu... Comment vous expliquez que pour raconter notre propre histoire, on mette sans arrêt des marqueurs qui correspondent à l'arrivée de gens exogènes. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si les Indiens d'Amérique racontaient leur histoire et elle commençait toujours par Christophe Colomb. Oui. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on attend, ou bien on présente nous-mêmes que les Phéniciens racontent l'histoire du Rif comme ça, ou bien que Mais nous-mêmes, on a l'impression qu'on a intériorisé une non-existence qui n'est validée que par la présence ou l'arrivée d'un visiteur, un conquérant ou un explorateur. Et à ce moment-là, notre propre regard, on se met à exister. Donc, philosophiquement, je me pose des questions sur cette façon de voir les choses. Bon, on n'a pas interpellé la philosophie pour comprendre C'est que nous sommes, en fait, à l'origine, nous sommes une civilisation orale. La civilisation des Amazirs ou de l'Afrique du Nord en général, c'est une civilisation qui est basée sur l'oralité. Qui n'a pas écrit son histoire, vous voulez dire? Donc, il n'a pas écrit son histoire. Il n'est pas la seule. Il n'est pas la seule. Un historien, je ne sais plus qui, il appelait ces peuples, pas l'Afrique du Nord, mais les peuples africains aussi, l'Afrique noire. Les peuples sans histoire. Sans histoire, mais bon, il n'y a pas un peuple qui n'a pas d'histoire. Il n'y a pas un homme qui n'a pas une histoire. Mais, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'histoire écrite. Et nous, on sait que
on n'a pas d'histoire écrite, que l'écriture s'est développée tardivement. Et même quand le tifinagh est apparu en Afrique du Nord, il y a évidemment une discussion entre les chercheurs. Mais le tifinagh en Afrique du Nord, c'est d'abord le libyque, l'écriture libyque qui est connue et qui est généralement datée du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Bon, on peut aller jusqu'aux 1500 ans avant Jésus-Christ, selon ceux qui sont pour la chronologie haute, c'est-à-dire qui remontent à l'histoire. Mais de toute façon, on sait que cette écriture n'a pas livré une culture savante. On n'a pas utilisé l'écriture pour écrire des livres, pour écrire de l'histoire, pour écrire... On a écrit. Il y a eu une grande discussion, pas aujourd'hui, mais c'est au Xe siècle, en Andalousie, entre les Amazirs et les tribus d'origine arabe. Sur la place, on disait des Berbères, mais ce sont les Amazirs, la place des Amazirs dans la société. Et à l'époque, nous avons quelqu'un qui s'adressait aux penseurs arabes de l'époque pour leur dire « Oui, mais vous dites que les Berbères n'ont pas de culture, que les Berbères n'ont pas d'écriture, que les... » Non, mais moi je vais écrire ce livre. Je vais écrire ce livre pour montrer la culture des Amazirs, ce qu'ils ont fait de bien dans la vie, etc. C'est un livre qui est connu aujourd'hui, qui est édité, qui s'appelle Mafakhir al-Barbar. Et je crois même... Il est écrit en arabe. En arabe, oui, bien sûr. En arabe. Et même... Redites le titre, pardon. Mafakhir al-Barbar. Donc les fiertés... Oui, les exploits des Berbères, comme vous voulez. D'accord. Et je crois même Ibn Khaldoun, quand il a écrit son livre, au XIVe siècle, c'était un peu aussi sous cette influence de ce débat. Donc ça date pas d'aujourd'hui. On n'a pas réglé. En fait, ça date pas d'aujourd'hui. Moi, quand je vois ce qui se passe... Oui, les débats, même dans la société aujourd'hui, il existe. Mais je dis, c'est pour ça que tout à l'heure on discutait, nous avons un problème de relation avec notre histoire. On n'a qu'à lire cette histoire. On va dépasser beaucoup de choses. On ne va pas s'éloigner de notre sujet. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est intéressant parce que, je vais vous dire une chose, on n'a pas écrit, ils n'ont pas écrit avec, ils n'avaient pas cet outil, mais les Amazirs du Maroc, ils ont contribué efficacement à la science parce que plusieurs noms, on le connaît à l'époque romaine, il y avait des acteurs qui ont écrit en latin et qui étaient des Amazirs de l'Afrique du Nord. Nous savons que le roi Juba était un des savants, c'était un Amazir, un des savants de l'époque, oui, bien sûr, et qui a écrit beaucoup de choses. Et des livres qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous, sont perdus, comme beaucoup d'autres livres. Nous savons que Saint Augustin, un des piliers de l'Église catholique aujourd'hui, c'est quelqu'un de Constantine. De Constantine. Oui, mais de façon, pour rester dans ce côté un peu philosophique, à partir du moment où les Mazir écrit en latin, on le voit comme un latin. S'il écrit en arabe, on le voit comme un arabe. Oui. Et s'il écrit sur le côté chrétien, on le voit comme un chrétien. Donc en fait, son identité de base, elle est systématiquement aspirée par l'identité dans laquelle il s'exprime ou le thème sur lequel il s'exprime. Et d'un seul coup, comme ça, on finit par ne plus avoir personne d'Amazir, en fait. Oui, mais plus avoir personne, je ne pense pas. C'est comme les Marocains qui écrivent en français aujourd'hui. Est-ce que je considère qu'ils ne sont pas français? Non, ce sont des Marocains, oui. Mais qu'ils ont... Mais aujourd'hui, on fait pas ça, on dit pas ça. Aujourd'hui, on va vous parler par exemple d'un penseur arabe, juste parce qu'il écrit en arabe, quand on parle du XIIe ou du XIe siècle. On peut très bien vous parler d'un penseur arabe. Il faudrait peut-être dire en arabe. Au XIIe siècle, c'est là où nous avons eu la première expérience de cette relation entre l'identité et la langue. C'était au XIIe siècle, avec les Almohades. Vous savez, les Allemands, Abd al-Mumin, quand il est venu, le Mahdi ibn Tumrat d'abord, puis Abd al-Mumin. Toute la construction qu'il a fait, c'était sur la mazirité. Même l'adhan, à l'époque almohade, on faisait l'adhan bishla. Beaucoup de choses. Et à cette époque, c'est l'époque où on a eu des écrits de l'historiographie, dialogue, écrits en arabe, mais avec des phrases en amazir. Mais ces phrases en amazir sont écrites avec des lettres arabes. Oui. Voilà la question. À l'époque, ils ont résolu le problème. Le débat qu'on a eu en 2002-2003. Voilà, c'est ça. On a fait. Alors, à l'époque, ils ont adopté les lettres arabes pour écrire la mazir. Et vous allez dans le Souss aujourd'hui, vous allez trouver des livres de fiqh écrits en amazir, mais avec des lettres arabes. Et c'est connu. Donc, pourquoi on a attendu toute cette période pour reposer le problème sans prendre la suite de ce qui se faisait. La suite de ce qui s'est passé d'abord. On comprendra pourquoi les autres ils ont fait ça, pourquoi ils n'ont pas réussi. Les Turcs, ils ont bien fait la même chose. Oui, les Perses aussi. Les Perses aussi. Donc, c'est pas une histoire de lettres.
C'est la valeur de la langue qui est importante. C'est la valeur de la mazir. Même si je l'écris avec d'autres lettres, mais il y a une valeur que l'autre écriture ne peut pas intégrer, ne peut pas incarner. Vous voyez ? Pour revenir à l'histoire de ces Marocains qui n'ont pas écrit, ils n'ont pas écrit leur histoire à l'époque parce que il y avait une culture qui est orale et qui était dominante un peu partout. Pas seulement au Maroc, mais c'est en Afrique du Nord, en général, en Afrique même. Et donc, il a fallu attendre. Même les Phéniciens, ils n'ont pas écrit. Le premier texte, c'était ce qu'on appelle le périple d'Anon au 5e siècle. Et c'est lui qu'on considère comme le certificat de naissance du Maroc dans l'histoire. C'est un périple d'un amiral carthaginois sur les côtes marocaines pour découvrir les côtes, mais aussi pour installer des colonies phéniciennes. C'est ce que le texte raconte. Mais ce texte, on le connaît aujourd'hui à travers un manuscrit grec. Ce sont les Grecs qui ont parlé de nous. Hérodote, le père de l'histoire, a donné la première description de l'Afrique du Nord avec les tribus, avec les Latins, après les Romains. Ils ont décrit aussi. Donc toute l'histoire, ça se passe entre le duel. Un peuple plus fort face à un peuple un peu plus faible. C'est dominant-dominé. C'est la relation entre ça. Et donc c'est le dominant qui écrit, parce qu'il a les moyens d'écrire, parce que et le dominé, bien sûr, il subit. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas son histoire. On connaît certains aspects de son histoire. Ce peuple dominé, on connaît quelques aspects de son histoire. Par contre, d'autres aspects, on ne peut pas les connaître. Parce que le dominant, il n'est pas intéressé par tout. Il est intéressé par les choses qui l'intéressent. Toute cette philosophie, c'est pour dire, c'est tout le problème de ce qu'on appelle le trou noir. C'est-à-dire toute la période qui sépare le 4e siècle, fin du 3e, 4e siècle jusqu'au 8e siècle au Maroc. Ces siècles qui sont, moi j'appelle le passage de l'Antiquité au Moyen-Âge, le passage de Rome à l'Islam, ce que vous voulez. Mais il y a une période qui représente un trou. Et je crois que c'est dans ce trou qu'il faut creuser. Même si c'est un trou. Il faut creuser pour trouver peut-être les racines d'un certain nombre de phénomènes, de problèmes que nous vivons aujourd'hui. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de creuser là-dedans parce que je vais vous donner un exemple très simple. Nous avons une liste dans les écrits des Romains, des listes des tribus. Oui. Il y a les Autololes, les Bavards. Les Autololes, les Bavards, les Mazikes, il y a des énormément. noms hallucinants. Vous savez, j'ai travaillé sur les tribus. J'ai fait une thèse en 2004, peut-être, 2005. Et jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à la publier parce que je suis sur un terrain mouvant. En cherchant les noms de tribus, les racines, les relations. Vous n'arrivez pas à terminer. C'est-à-dire que... Je vais jamais terminer, c'est sûr. Maintenant, je suis pratiquement convaincu que c'est pas possible. Une simple question. On passe du 4e siècle au 5e siècle, au 8e siècle, et on retrouve aucun nom de l'Antiquité, on retrouve aucun nom de ceux qui sont produits par les auteurs latins, grecs, etc., dans les écrits du Moyen-Âge. On trouve d'autres noms. Oui, mais même les sonorisées sont différentes. Exactement. C'est-à-dire que même quand vous lisez les noms romains, vous ne voyez pas, vous avez l'impression que c'est un autre... Oui, quelques-uns. Mazikes, les Makinites. Est-ce que ce ne sont pas les Mknassa? On essaye de trouver. Et les Autololes, c'est qui écoutez, même si on trouve un nom très proche à celui qui est évoqué par un auteur latin, moi j'ai toujours peur de ces rapprochements, parce que ces rapprochements ne sont pas toujours évidents, vous voyez. Donc on ne peut pas parler du trou noir, donc du coup. Moi, je crois pas au trou noir. Moi, oui, c'est pour ça. J'ai évoqué tout à l'heure la recherche archéologique, j'ai évoqué ces problèmes de géographie sur la côte riffaine, etc. Moi, je crois que le seul moyen, maintenant, c'est de travailler pas sur l'histoire. L'histoire, c'est dans un deuxième étape, si vous voulez. Sur la géographie historique. C'est-à-dire travailler sur les lieux. La ligne de la côte, par exemple. Travailler sur les tribus et le nom de la tribu. D'où il a immigré, quand il a immigré, qu'est-ce qu'il a donné comme résultat. C'est là où on peut trouver peut-être des éléments de permanence, de continuité entre le 4e siècle et le 8e siècle. Sans ça, je ne sais pas de quelle manière on peut arriver à combler ces lacunes.
C'est lacune de l'histoire, bien sûr. Alors, allons sur ce qu'on sait, ou ce que vous avez commencé à nous parler de l'arrivée de Saleh Ben Mansour, c'est bien ça? Oui. Qui fonde, c'est bien ce que j'ai compris, le royaume de Nkour, ou l'Imara, je ne sais pas comment l'appeler. Donc ça se passe en quelle année, ça? D'accord. Avant de évoquer cette histoire, on termine un peu sur ce qu'il y avait avant l'arrivée de Saleh Ben Mansour. Avant, on sait, c'est la conquête arabe, c'est l'arrivée des Arabes à Qayrawan. Après Qayrawan, c'est le Maghreb central, ça veut dire une partie de l'Algérie actuelle. Ensuite, c'est l'arrivée de Uqba ibn Nafi' au Maroc. C'est ça, la première conquête omeyyade des Arabes au Maghreb extrême, c'est-à-dire le Maroc actuel. Et ensuite, on sait que Uqba a été retiré de ses fonctions pour des questions qui intéressaient la politique omeyyade en Orient. Et puis après, on sait qu'à cette époque, au Maroc, il y avait un roi qui s'appelait Kousseïla. Tenez, c'est un nom qu'il faut chercher aussi. Kousseïla, qui n'est que... Axel. Oui, peut-être, Axel, mais c'est Caïkilius. C'est une famille qui est connue dans les inscriptions latines de Volubilis. Plusieurs inscriptions parlaient de la famille Caïkilius et pluriel Caïkili, dont la famille, on sait qu'il y a plusieurs chefs de tribus qui étaient à l'époque romaine, des gens puissants et qui étaient même capables de négocier avec Rome des traités de paix. Et donc, ce conseil-là était au Maroc, était à Volubilis. Et puis, il y a un deuxième conquérant qui arrive, qui a fait pratiquement la paix avec Kousseïla sur l'Oued Melouia. Il s'appelle Aboul Muhajir. Et Uqba, tout d'un coup, il a été renommé à sa place. Il est arrivé au moment... Donc, pardon, Aboul Muhajir, rien que pour suivre, c'est un omeyyade. Oui, c'est le chef qui a remplacé Uqba quand il a été... le conquérant... Quand il a été relevé de ses fonctions. D'accord. Donc, le nouveau chef qui était... Le général omeyyade, voilà. Aboul Muhajir, qui remplace... Oui, mais lui, il était intelligent, il a vu le pouvoir de Kousseïla, il l'a rencontré, tout ça, et puis les textes disent que Kousseïla est devenu l'ami d'Aboul Muhajir. C'est-à-dire, l'histoire, comment on analyse ça? Ça veut dire que Kousseïla a fait l'alliance militaire et politique même avec Aboul Muhajir. Contre qui? Contre les Byzantins, qui étaient toujours en Afrique. Donc c'était une alliance militaire pour combattre les Byzantins. Mais à ce moment-là, Uqba a été renommé encore. Elle vient... Il n'aime pas ce qui s'est passé, il n'aime pas... C'est pas le copain de Kousseïla, ça. C'est pas le copain de Kousseïla. Du tout. Donc, il a maltraité un peu Kousseïla. La fameuse humiliation de Dbiha. Et il est parti pour conquérir le Maroc. Et les textes disent qu'il est arrivé jusqu'au sud du Maroc, peut-être la région de Sousse actuelle, tout ça. Mais Kousseïla n'a pas oublié l'humiliation. Pourtant, il était musulman, Kousseïla. C'est sûr qu'il était musulman. C'est-à-dire il a déclaré son islam sans problème. Et donc, il a continué à poursuivre Uqba jusqu'à ce qu'il l'a abattu en Algérie, quelque part en Algérie. En Algérie, on connaît aujourd'hui la tombe de Sidi Uqba. Et on dit que c'était Uqba ibn Nafi'. Ça, c'est une partie de l'histoire. Mais Kousseïla, qu'est-ce qu'il a fait après? Il est devenu le maître de l'Afrique. C'est le premier royaume, après celui, disons, de Massinissa, mais bon, c'est le premier royaume de l'Afrique du Nord unifié. Parce que c'est un Saleh Qayrawan. Il était le chef de toute la région, entre Qayrawan et Volubilis, pendant 3 ou 4 ans. Jusqu'à ce qu'une nouvelle armée arrive, une nouvelle bataille, même en Tunisie. Et donc, Kousseïla est tué dans cette bataille, il est massacré. Toute la tribu est revenue au Maroc. Et comme par hasard, l'armée arabe qui poursuivait Kousseïla s'est arrêtée à l'Oued Melouia, parce que c'était pratiquement la frontière. Mais la frontière entre qui et qui, vu que c'était le royaume de Kousseïla? C'était la frontière du Maroc extrême, Maghreb al-Aqsa. Avant, il y avait évidemment, le Maroc allait beaucoup plus loin que l'Oued Melouia, côté est. Mais à cette époque, parce que c'est une frontière géographique, en fait. Naturelle, et c'est arrêté là. Et donc, on sait qu'au Maroc, il y avait le royaume de Kousseïla. Il y avait un royaume, une organisation politique, une organisation militaire. Et c'est pour ça qu'au Maroc, ensuite, il y avait plusieurs opposants au khilafat. Khilafat Bardad, Khilafat... Ils sont arrivés au Maroc pour se réfugier parce qu'ils savaient que c'était un pays à caractère spécial. N'oubliez pas les Khawarij, Oui, dont Moulay Idriss, le fameux. Moulay Idriss. Alors,
Salih ibn Mansour est arrivé au 8e siècle. Est-ce qu'il fait partie de ces expatriés Alors justement, idéologiques? lui, personne ne sait. Quand vous lisez Yaqoubi, par exemple, le géographe, il dit on arrive au royaume de Salih ibn Mansour. Salih ibn Mansour, ce personnage dont les origines sont controversées, certaines disent qu'il est venu de Yémen, d'autres disent non, il est un indigène d'ici, du pays, qui est revenu. Apparemment qu'il est parti et revenu. Il y a toute une histoire sur Salih ibn Mansour. Et d'autres petits morceaux qu'on peut ramasser, parce que quand Salih ibn Mansour était dans son royaume, on sait qu'Abdurrahman Dakhil, qui était le premier qui est parti en Andalousie, qui a construit pratiquement l'émirat omeyyade de l'Andalousie, Abdurrahman Dakhil est passé du Maroc pour l'Andalousie, il est passé de Nakour, c'est-à-dire de la capitale de Salih ibn Mansour. Et pourquoi il est passé de Mansour? Ils disent parce que ce sont ses cousins. C'est-à-dire que alors, Abdurrahman Dakhil, c'est qui? Abdurrahman Dakhil, il vient d'où? Il vient de l'Orient. Abdurrahman Dakhil, c'est un Omeyyade. C'est lui qui a construit pour aller en Andalousie, il passe chez Salih ibn Mansour, qui est son cousin. Il est passé chez Salih ibn Mansour, c'est-à-dire au royaume de Salih ibn Mansour, et c'est de là qu'il a traversé. De Nakour, qu'il a traversé pour aller en Andalousie. En Andalousie. Mais peut-être, je vais être naïf, mais peut-être qu'il y a une façon de régler tous ces problèmes de qui est cousin de qui. Si on intègre un fait, alors c'est un historien qui nous a raconté ça, vous allez peut-être le confirmer ou le démentir, qu'il y avait énormément de femmes qui étaient prises de chez nous pour aller à l'Est. C'est ce que j'allais dire. Voilà, donc peut-être que c'est une question de famille tout ça. C'est ce que j'allais dire. Peut-être que ce Salih ibn Mansour est le fils de... Voilà, peut-être que Moulay Idriss aussi, si ça se trouve, et Abdurrahman Dakhil, et tous ces gens-là sont des couples mixtes. Moulay Idriss, je ne sais pas, parce que Moulay Idriss, il n'y a pas de controverse historique. Mais sur de porte, moi je... Oui, non, vous avez raison. Sur Salih ibn Mansour, oui, Abdurrahman Dakhil qui passe à travers de la zone. Et un historien qui nous dit non, parce que ce sont ses cousins, ça veut dire. Non, mais si on intègre la composante. En arabe, c'est plus, parce que cousin en français, c'est Oulad Khaltou. Ça veut dire qu'il y a une des femmes qui est partie peut-être. Si on intègre le métissage, tout ça peut prendre du sens, alors que quand on persiste à mettre une espèce de mur hermétique entre les Amazirs sont ici, ils n'ont jamais bougé, les Arabes viennent d'Est et voilà, ça devient plus compliqué peut-être ça ouvre une porte de compréhension. Peut-être. Non, mais moi je crois pas. C'est une différence qu'on fait entre Amazirs et Arabes. De toute façon, au Maroc, moi je ne crois pas du tout. Parce que en plein pays qu'on considère Amazir, moi je trouve les origines d'une arabité. Il n'y a pas de témoignage plus fort que la toponymie. Quand je vais dans le Rif et je trouve des noms anciens de lieux, par exemple, Al-Hadid, Al-Hadid, Jabal Al-Hadid. Je trouve un nom qui est connu chez les gens, Al-Rabdat, c'est Rabd al-Andalus, Rabd al-Maghrib, c'est connu. Alors, on se pose la question sur ces gens-là, ils sont d'où? Vous avez travaillé sur la région, vous avez travaillé sur la géographie, sur l'histoire ancienne, et vous avez terminé par les tribus. Vous allez remettre tout en cause. Et c'est ce qui est arrivé avec ce pauvre monsieur qui est devant vous. Donc on a parlé du royaume de Nkour, je ne sais pas si il faut l'appeler royaume. Comment vous l'appelez d'ailleurs dans votre nomenclature? La principauté, Imarat Nkour. Imarat, un émirat. Voilà. Et comment s'articule cette principauté avec son environnement? C'est-à-dire, Salih ibn Mansour se présente comme quoi? Quand il signe, il se donne quel titre? En fait, j'ai déjà parlé du problème que nous avons en Afrique du Nord, c'est-à-dire qu'on n'a pas de source directe écrite. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Salih ibn Mansour, on sait qu'il y a un problème à propos de ses origines. Est-ce qu'il est un oriental qui est venu, ou alors c'est quelqu'un du pays qui est parti et revenu? On a traité de ça. Un enfant de couple mixte. C'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Salih ibn Mansour s'est entièrement intégré dans le contexte tribal, tout ce que vous voulez, du Rif. Et donc, la population parlait rifin, même si c'était la personne qui a contribué efficacement à la diffusion de l'islam parmi les tribus de la région. Moi, personnellement, je crois que le cas de Salih ibn Mansour est comparable à celui d'Idriss. Ouais. C'est-à-dire deux personnages inconnus, pas pour Idriss. Idriss, c'est quelqu'un qui est connu, avec la ligne Diallo, etc.
Mais pour Saleh Mansour, le texte dit, il est venu tout seul, il a débarqué sur les rives de l'Oued Amqran, c'est-à-dire l'actuel Oued Amqran, même si le texte d'Al-Bakri dit l'Ouadi al-Baqar, mais il n'y a pas d'Ouadi al-Baqar, c'est que ce géographe historien a mal entendu, si vous voulez, un nom prononcé en amazigh, rifin. Amqran. Amqran. Baqar, d'accord. Oued al-Baqar. Et donc, ce personnage, il a pu convaincre la tribu de Temsaman, puis après, les autres tribus, les Bni Ouriarel, les Rmara, les Sanhaja de Sara'ir, on dit, c'est-à-dire toute la population maintenant, actuellement, dans la région de Ktama, dans la région de Badis, etc., jusqu'à... Et puis, il a fondé ce royaume. Donc, en fait, c'était l'émir. Les textes disent Amir Nukour, Ibn Amir Nukour, donc, mais c'est un émir qui prend, en fait, la fonction de chef de tribu. Même si ce que je dis là soulève des questions, parce qu'on sait que Saleh Mansour, c'est quelqu'un qui a eu un pouvoir par le califat sur tout le territoire de Nkour. Le texte dit « Fa'aqta'ahu », c'est-à-dire le calife lui a concédé un territoire. « Fa'aqta'ahu Nakour ». « Fa'aqta'ahu », le territoire de Nakour. Cette notion de « iqta'», bon, c'est une notion qui est connue, pas seulement chez les Arabes, mais chez les Perses, chez les Romains avant, tout ça. Alors, Aqta'ahu, ça veut dire qu'il a un pouvoir, il peut prendre la terre, recueillir les impôts de chez la population, etc. En fait, c'est l'Amir, c'est le prince. Et on sait après que toute sa lignée, après, ses fils, ses petits-fils, ils ont eu la fonction de chef du royaume, c'est-à-dire de l'émir du royaume, et je crois que c'est ça qui a fait la grandeur de cette petite civilisation. C'est une petite civilisation, mais grande du côté de ses valeurs. Voilà, à peu près... Est-ce que vous pouvez nous expliquer géographiquement, avec les noms d'aujourd'hui, quel territoire ça couvre? On parle de l'Hussima, Nador, vous avez dit Ktama, ça va jusqu'où vers le sud? Alors, les textes disent que ce royaume, c'est un seul texte qui permet de mieux comprendre l'évolution de ce royaume, de cette principauté. C'est le texte d'Al-Bakri. Bakri, c'est un géographe andalou qui n'a jamais visité le Maroc, mais qui était à Cordoue, il était dans les rouages de l'administration là-bas, et puis c'est quelqu'un qui était un savant, en fait, un savant qui a lu beaucoup, et qui était dans les rouages du Balat, comme on dit, c'est-à-dire... Il écoutait beaucoup les voyageurs, les commerçants, les ambassadeurs. C'est lui, par exemple, qui nous a raconté l'histoire des Borwata à travers ses échanges avec l'ambassadeur des Borwata chez le prince Omeyyade d'Andalousie. Donc c'est quelqu'un qui nous a donné un peu le résumé de l'histoire de ce royaume jusqu'à... C'est la seule source? C'est la source principale. Bakri. Al-Bakri. Abu Ubayd al-Bakri. Donc si le Bakri n'avait pas écrit ça, on n'aurait rien su sur Nkour et sur le Borwata? Non, on aurait su beaucoup de choses. Parce qu'il y a les autres historiens, soit ils ont repris Al-Bakri, quelques-uns ils ont donné quelques n'étant jamais allé ni dans le... Il n'a jamais visité. Ni Borwata, ni Nkour. Il n'a jamais quitté la péninsule ibérique. Il n'a jamais quitté, peut-être même Cordoue. Vous voyez? Il a fait un travail de synthèse en fait, il n'a pas fait un travail d'enquête. Oui, mais l'essentiel c'est les sources. Il a eu accès à des sources. Et à part les sources orales, des voyageurs, des commerçants, des ambassadeurs, il a eu aussi l'occasion de consulter une source qui est aujourd'hui disparue. C'est quelqu'un qui s'appelle Mohamed Ben Youssef Al-Warraq. C'est quelqu'un d'origine kairouaniste, c'est-à-dire de Tunisie, Kairouan, qui a vécu en Tunisie. Son père était un copiste, c'est-à-dire il rédigeait des livres, il fait des copies, etc. Lui, il a beaucoup appris avec son père parce qu'il l'aidait à recopier des livres. Mais après, bon, il a une culture évidemment savante, large, tout ça. Après, il a fait un tour dans le Maghreb. Donc, il a écrit des monographies d'un certain nombre de villes, sur Ouhran, sur Nakour. On sait qu'il a écrit un livre sur Nakour, sur les Borwata. On sait qu'il a écrit un livre sur Borwata. Mais des livres ont disparu. Ces livres, Al-Bakri, il a lu. Parce qu'à chaque fois dans ses masalik, les itinéraires du royaume, c'est le titre de son ouvrage, il dit « Waqala Mohamed Ben Youssef ». Et puis, il cite ce qu'il a dit. Et parfois, il dit « Waqala Mohamed Ben Youssef, mais moi je crois que ». Donc, il corrige ce qu'il a dit.
Donc il a eu cette chance de consulter des sources sûres de l'histoire du Maghreb en général et du Maroc en particulier. Donc c'est notre source principale pour le royaume d'Akour qu'on peut compléter avec... Donc qu'est-ce qu'on dit alors? Bon, je reprends là. Géographiquement, ça se situe où aujourd'hui avec les termes d'aujourd'hui? Alors c'est très simple. La capitale, c'est à la vallée de Nakour d'aujourd'hui, c'est-à-dire à Bni Bouayesh. D'accord. À côté de Bni Bouayesh actuel. Là où il y a le barrage Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi. Et d'ailleurs, il est enfoui sous le barrage. Le site de Nakour, le site de la capitale. Ça va être dur de faire des fouilles là. On a fait quelques fouilles, une seule fois, mais beaucoup de missions de reconnaissance. Moi, la dernière était depuis 2 mois. C'est à chaque fois que je vais là-bas, je retourne pour voir un peu. C'est une partie qui est submergée, une partie où on a fouillé, on a trouvé les restes d'une mosquée. Ou de la capitale, mosquée de la capitale. Oui, de la capitale. C'est la capitale. Donc c'est la région de Husima, Bni Bouayesh, Imzouroun, ça c'est la capitale. Les origines, ce sont à la vallée de Ouad Amqran. La vallée de Ouad Amqran, c'est à côté, c'est à 21 km 22, derrière la montagne, sur la Méditerranée. C'est le site de Sidi Idriss, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et c'est une zone, moi je l'appelle la vallée, la vallée des princes. Pas la vallée des rois, c'est en Égypte. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours la tombe de Sidi Salah. Sidi Salah, c'est Salah ibn Mansour. C'est lui-même. Sidi Idriss, c'est le petit-fils qui a fondé Nakour avec son frère Sidi Saïd, qui est toujours là. Sidi Ismaïl, c'est un des derniers princes qui est toujours là. Aujourd'hui, on voit, ces témoignages existent, ces marabouts existent. Ça, c'est le cœur. Ensuite, la limite occidentale, ça va jusqu'à la vallée de Bni Boufrah, c'est-à-dire jusqu'à la zone où il y a Badis, Kalaïris, enfin ces sites que vous voyez, mais c'est surtout Badis, c'est la vallée de Bni Boufrah. Du côté oriental, cette principauté va jusqu'à la Mlouia. Ouad Mlouia, c'est la frontière orientale. Et ces frontières, c'est le Bakri qui nomme, qui dit voilà. Et du côté sud et sud-ouest, c'est dans les montagnes du Rif, c'est-à-dire peut aller jusqu'à la région de Taza, à peu près. Il signale un endroit qui s'appelle Taurirt, donc on ne sait pas exactement, c'est l'Arba Taurirt qui est dans la région de Husima, mais je crois non, ça va beaucoup plus que ça. Peut-être que c'est Taurirt qu'on connaît aujourd'hui, pas très loin de Gursif. C'était un territoire assez consistant, mais c'est un territoire qui n'est pas riche. Il est riche par ses atouts naturels, mais pas riche en tant que... C'est pas la vallée d'El Gharb, c'est pas la vallée de Saïs ou la Lokos ou la Chaouia ou la... Il est riche si on considère que la mer est une richesse. Riche, oui, c'est une richesse. D'où ma question. Est-ce qu'il s'est développé dans cette zone une culture de la pêche ou du transport maritime? Parce que là, il y a quand même la Méditerranée qui... C'est très curieux. Parce que ce comportement des riverains, ils sont ouverts sur la mer, mais ils tournent aussi le dos à la mer, en même temps. C'est-à-dire, ils sont ouverts avec l'accueil des visiteurs, si vous voulez. Ceux qui arrivent, les Génois, les Espagnols, à des fins commerciales, bien sûr, etc. Ça a développé un peu de pêche, bien sûr, des activités de pêche, mais pas une grande activité qui peut transformer la région en un socle d'économie maritime. Il n'y a pas beaucoup de témoignages sur ces activités sur la côte. Par exemple, ici, quand on va vers la côte de Mansouria ou Mohammedia, on voit au moins, par exemple, des gens, les restes des activités liées aux poissons, le sodaf, le mahar, le bahri, on les retrouve. Ça veut dire que ça dure depuis longtemps. Là-bas, non. C'est une économie de pêche, mais traditionnelle, quoique même les techniques de conservation, ils ne sont pas très développées. Même si Hassan Louzan, au XVe siècle, à la fin du XVe, nous dit que sur la côte méditerranéenne, dans le Rif, on faisait du poisson salé. Pour le conserver. Pour le transporter dans les montagnes. Donc on voit géographiquement à quelle zone ça correspond. Maintenant, si on se place au niveau temporel, comment on peut caler ce royaume en termes de date? Ça commence à peu près quand? 8e siècle, ça se termine au 11e siècle. Donc ça va vivre à côté du royaume des Élicides. Oui. Ça va vivre à côté, enfin en même temps disons en tout cas, pas à côté. Donc ça a des frontières avec les Élicides. Oui. C'est pas très loin des Balrouata.
quand même. Un petit peu. Oui, il y a les Idrissides. Entre les deux, d'accord. Bon. Il y a les Idrissides. Ça va vivre en même temps que les Almoravides. Ce sont les Almoravides qui ont mis fin au royaume. D'accord. Je continue, j'ai fait juste la composition. Ça va vivre à côté, alors maintenant, est-ce que c'est à côté ou c'est pas à côté de certains royaumes andalous? Oui, tout à fait. Sur Le royaume omeyyade, oui. Voilà. Oui. Si je le mets ça, c'est un petit peu loin, vous allez me dire comme Balrouata, donc, c'est ça? Oui, c'est un petit peu loin. Mais... Donc ils sont en interaction plutôt avec les Idrissides, puis avec les Almoravides qu'ils vont et surtout avec les chiites. Les chiites, lesquels? Les chiites, les Fatimides. C'est pour ça que je vous alors, dis. Ils sont où les Fatimides? Les Fatimides en Afrique, en Tunisie. D'accord. Mais pourquoi ils sont en contact avec les Fatimides? Alors, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une histoire qui mérite d'être travaillée encore plus. C'est très difficile. C'est-à-dire, si on travaille bien l'histoire du royaume, on va comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le Rif. Expliquez-nous. Expliquez-nous. C'est du moins ce que je crois. Alors, on sait que ce royaume a vécu dans une ambiance très tendue, à la fois par les conflits internes, c'est-à-dire nous avons des tribus qui se révoltent à maintes reprises, qui chassent même les princes. Même Saleh Mansour, lorsqu'il est arrivé, qui a convaincu toutes les tribus de l'islam. Quelques années plus tard, quelqu'un qui s'appelle Arandi, d'une tribu qui s'appelle Randa, a fait une révolte, et puis il l'a complètement écarté. Une autre tribu va lui permettre de retourner à sa fonction en tant que prince, et ainsi de suite. Après ces tribus, il y a eu les fameux Majous, ces Normands, qui ont débarqué. Alors les Normands. Les Normands. Les Normands ou les Vikings? On dit les Normands. Dans les textes. Expliquez-nous le mot le Majous. C'est qui? Le Majous, ce sont ceux qui adorent le feu. Le feu. Donc les païens. Surtout les feux. Ce sont des païens. On peut traduire ça par païens. Ce sont des païens. Et pour les musulmans, ils sont pires que les païens. D'accord. Alors, attendez, parce qu'il y a une petite qui répond à votre question de quels sont les rapports avec les autres puissances. Ces Majous, ils ont débarqué le port, pas le port, parce qu'il n'y avait pas encore de port, mais le mouillage de Mazma, qui était en fait le port de Nakour. Mazma, oui, c'est la petite îlot qui maintenant se contrôle espagnol. C'est une espèce de petit voilà, chose. C'est ça. Alors c'est ça. Il faut nous expliquer ça aussi, parce que ça on n'arrive pas à comprendre. C'est ça le centre du royaume. Alors ils ont débarqué, comme ils l'ont fait à Séville, à peu près à la même époque, même. Donc on parle des Normands là. Les Normands. Ouais. Les Normands, ils viennent d'où les Normands? Ce sont aussi un peuple nordique, c'est comme les Vikings. C'est un peuple du Nord qui a envahi un peu l'Europe, les côtes européennes, il a envahi l'Espagne, le Maroc, les côtes marocaines, etc. Ils ont détruit la ville, pratiquement. En quelle année? Ça, c'était à l'époque de Saïd, c'est-à-dire au IXe siècle. D'accord. Et ils ont même pris 2 princesses, Khanaoula et sa sœur, c'est-à-dire les filles de Saïd, en tant qu'otages. D'accord. Comment elle s'appelle? Khanaoula. C'est toujours les noms reportés par Bakri. Ouais. Moi, je crois qu'ils font un raid un peu nordique, comme on voit dans les séries. Très dur. Et ils ne voulaient pas partir de Nakour. Je ne sais pas combien ils sont restés, mais quelques jours, de 4 jours à 7 jours, on dit une semaine pratiquement. Et ils ont demandé à ce royaume de payer. Pour qu'ils partent. Alors, quelques-uns de la famille de Saïd, ils ont réussi à prendre la fuite vers l'Espagne. Et c'est le prince Omeyyade qui a payé la rançon pour les filles, pour les 2 princesses. Ça, c'est un moment difficile que le royaume, la principauté, a vécu. Après ça, on sait que ces rapports avec les Idrissides sont des rapports paisibles. Il n'y a pas de conflits, on n'entend pas de conflits avec les Idrissides, que ce soit les Idrissides de Volubilis, de Fès par exemple, ou les Idrissides, parce qu'à une certaine époque, le royaume idrisside s'est partagé entre les frères de Mohamed bin Idriss, c'est-à-dire il y avait un prince idrisside, Armara, pas très loin de Nakour. Mais on n'a pas d'informations sur un éventuel conflit. On suppose que les rapports avec les Idrissides étaient très confortables, et avec les Omeyyades d'Espagne. Sauf que le problème va venir de l'Orient. Des Fatimides. Des Fatimides de Tunisie, parce que à l'époque, la principauté fatimide commence à se développer en Tunisie. Et ils ont envoyé des généraux pour attaquer Nakour.
Donc, plusieurs fois, des guerres, et Nakour la principauté a toujours tenu tête aux Fatimides. À l'époque, ils avaient l'appui, évidemment, des Omeyyades. On sait que... Qui avait l'appui des Omeyyades, Nakour ou bien les Fatimides? Non. Les Omeyyades, ils étaient contre les Fatimides, ça c'est sûr. D'accord. Juste une petite question. Quand vous dites les généraux viennent de... Donc, je prends les mots d'aujourd'hui, donc de Tunisie, pour attaquer Nakour, c'est ça? On parle de combien de personnes? Plusieurs centaines, plusieurs milliers? Est-ce que c'est une armée grande, petite? Est-ce que c'est des sièges? Est-ce que c'est des batailles? J'ai du mal à visualiser ce qu'est une bataille de Fatimides contre Nakour au 9e siècle. Aidez-moi à voir ça. Oui. Aidez-moi. Dans les sources, on n'a pas de chiffres. Et même si on a des chiffres, ces chiffres ne sont pas très fiables. Je vais ouvrir une parenthèse si vous permettez. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Ça, ce sont les histoires qu'on ne raconte pas. L'histoire d'une ville, d'une forteresse qui s'appelait à l'époque Saqqouma. Sqouma ou Saqqouma. Non, c'est Gouma. Sqouma ou Sqouma. En arabe, c'est écrit Saqqouma. Oui, d'accord. Avec un kaf, Sqouma. Son histoire est relatée par deux traditions. Tradition sur la conquête des Arabes au Maghreb. Une tradition de l'Ifriqiya, ça veut dire tunisienne, et une tradition andalouse. Vous savez, quand on dit tradition, ça veut dire que ce sont les gens qui ont contribué, l'armée arabe, sont venus de la Tunisie, de l'Orient, de toute façon, et surtout de Kairouan. C'est parce que c'est là où il y avait le quartier général des conquérants. Après la conquête, ils sont revenus en Tunisie, à Kairouan. Et là, ils ont raconté ce qui s'est passé au Maroc. Et puis, une autre tradition en Andalousie, parce que cette armée, quelques-uns, ils sont passés en Andalousie. Ils sont installés. Ils ont d'ailleurs raconté aussi ce qui s'est passé pendant la conquête. Donc il y a deux traditions. Et c'est la confrontation entre les deux traditions qui nous amène à conclure des choses. Alors, cette ville, cette forteresse, maintenant elle est inconnue, bien sûr. Il faut la chercher. Mais son histoire nous pousse à réfléchir sur toute cette histoire de la conquête musulmane pour le Maghreb al-Aqsa. Après la mort de Uqba ibn Nafi', il y a eu Moussa ibn Nusayr. Moussa ibn Nusayr, vous savez, c'est l'Alexandre le Grand des musulmans. C'est celui autour duquel on a développé beaucoup de traditions, beaucoup d'histoires, beaucoup de fables aussi. Alors, Moussa ibn Nusayr, les textes disent, lorsqu'il est arrivé au Maroc, il était accompagné avec, évidemment, les fils des deux généraux qui sont décédés avec l'attaque d'El Tahouda. Tahouda, où Uqba ibn Nafi' a été mis à mort par Kousseil. Et il dit, alors, Moussa ibn Nusayr voulait partir vers Tanger, mais les deux fils de Uqba ibn Nafi', ils ont insisté pour que Moussa ibn Nusayr change de trajectoire. Et au lieu de partir vers Tanger pour poursuivre sa conquête, ils ont dit non, on va à Saqqouma, cette ville qui se trouve pas loin de la ville de Fès aujourd'hui, à la forteresse de Saqqouma. Alors Moussa ibn Nusayr n'était pas content, il leur dit non, mais ces gens-là, ils sont fitar, innahum fitar, ça veut dire qu'ils sont musulmans. On ne va pas aller les attaquer. Ils disent non. Aghlada lahul qawl, ça veut dire qu'ils ont commencé à s'énerver. Non, il faut absolument les attaquer parce le ton est monté. Parce que il y a les restes de ceux qui ont tué dont les deux filles de Kousseil. Voilà ce que le texte raconte. Alors, en fin de compte, il a cédé à leur pression. Ils ont attaqué la forteresse et ils ont fait plusieurs morts. Plusieurs gens ont été capturés, ils ont mis plusieurs captifs, parmi les nobles. Les nobles, c'est 600 personnes. Et Moussa ibn Nusayr, d'après ces textes, dit, il a envoyé un message au calife pour lui dire « لَقَدْ صَارَ لَكَ مِنْ سَبِّ سَقُومَ 100,000 » 100,000 quoi? 100,000 رأس. 100 000. Moi, je parle des chiffres parce que c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois pas comment... Enfin, c'est exagéré. 100,000. On ne peut pas avoir 100 000 personnes dans une ville... Ça veut dire que c'est la part du calife. La part du calife, c'est Khomous. 20%. Khomous, voilà, 20%. Alors, combien de personnes étaient là dans cette forteresse? C'est 100 000 pour le calife. Alors, est-ce qu'on va croire à tout ça? Non. Mais on croit que c'est une façon de dire qu'il y avait beaucoup de monde dans cette forteresse, tout simplement. Alors pour le royaume de Nakour et les attaques des chiites, vous savez, ce sont des tribus. Ce général fait un peu l'appel à la guerre et ces tribus, ceux qui sont convaincus de son dogme, si vous voulez, de sa doctrine, ils vont partir pour contribuer, mais l'objectif, c'est pas le dogme. L'objectif, c'est une économie de guerre.
c'est le ghanaïm. Les butins. Les butins, bien sûr. Et donc, on ne sait pas exactement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à plusieurs fois, les Fatimides ont attaqué le royaume de Nakour et que le royaume de Nakour était une sorte de forteresse contre ces Fatimides, ces chiites. Mais on sait pourquoi, parce que le royaume était sunnite. On sait que dès le départ, la religion officielle, c'était El-Malikiya. Moi, j'ai une question vraiment. Est-ce que les gens... Encore une fois, même question que pour les Omeyyades qui arrivent en Afrique du Nord et qui se heurtent à la résistance de Dihya, Kousseïla, etc. Vous nous expliquez comment le royaume fatimide chiite a lancé ses offensives sur le royaume de Nkour sunni et comment le royaume de Nkour a été défendu, a résisté, y compris avec le soutien des Omeyyades du Nord, donc de la péninsule ibérique. Mais est-ce qu'on est dans une guerre de religion, j'insiste encore une fois, ou bien on est juste dans une guerre de butin, d'un pouvoir qui se sent fort, qui va attaquer le pouvoir d'à côté pour piller ses ressources? Ou alors est-ce que derrière il y a une idéologie de dire ces gens ne sont pas comme nous, il faut les dominer? Je pose la question très naïvement parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'idéologie. C'est-à-dire que aujourd'hui, je sais pas, 7, 8, 10 siècles ont passé. Et donc les fossés se sont créés entre l'Arabie Saoudite est sunnite, l'ennemi héréditaire c'est l'Iran en face qui est chiite et le Hezbollah. Enfin, on voit aujourd'hui comment à l'époque, est-ce que c'était si important que ça? Je le dis, je pose naturellement. Est-ce que le schisme dans les califes, les premiers califes, est-ce que tout ça résonne à ce point 7000 ou 8000 kilomètres après, avec une population qui n'est pas si lettrée que ça? Est-ce qu'on va prendre les armes comme ça au nom de Ali ou est-ce qu'on est juste dans une lutte de pouvoir et une conquête de ressources? Je crois que tout est basé sur des enjeux économiques. Donc on dit la même chose. Bien sûr. Même les débuts de l'islam. Même les Omeyyades. Même les Omeyyades, les Abbasides qui sont un peu à l'origine de toutes ces... Vous savez, les Omeyyades, les Abbasides et les Khawarij. Les Khawarij, ils sont partis, ils sont venus s'installer au Maghreb. À Sijil Massa, à Tahart, en Algérie, ils sont partis. Mais toute la question était, par exemple, la mort des premiers califes, Othman ibn Affan ou là, c'était pour des histoires économiques, pour des histoires de terre, de butin, etc., etc. La fin des Omeyyades de l'Orient, c'était pour des histoires économiques. La fin des Abbasides, c'était aussi pour des histoires économiques de la propriété de la terre, le kharaj, les grandes propriétés, les iqta'. Et donc tout est basé sur l'économique. Mais ces questions économiques sont évidemment encadrées par la pensée. Cette pensée nous donne aussi des orientations. C'est un cadrage. Et donc entre la pensée malikite et la pensée chiite, il y a une grande différence. Mais ça se traduit sur le terrain comme ça s'est traduit au royaume de Nkour. Oui, il y avait ces guerres. Et peut-être que les rapports entre Idrissides, Nakour et Omeyyades étaient basés aussi sur ça, parce qu'ils ont la même doctrine, la même... Mais les Idrissides étaient chiites. C'est ce qu'on dit, mais c'était la souche la plus modérée du schisme au départ. Mais au Maroc... قدوهم مغاربة مالكيت bien sûr مالكيت bien sûr parce que le Maliki quand la doctrine quand il est arrivé au Maroc il s'est propagé chez les Idrissides comme chez le royaume de Nakour, d'abord chez le royaume de Nakour et après et en Espagne aussi, en Andalousie. C'est l'histoire qui nous montre ça, qui nous dit. Donc si on reprend le fil du récit, on a un royaume résistant, une sorte de forteresse qui subit les attaques normandes, qui subit les attaques de Qayrawan et Fatimides, et vous nous avez dit, ce contexte de tension explique beaucoup de choses. Explique quoi? C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez très bien la région. Ce royaume était dans un contexte géographique bien précis, c'est la vallée de l'Oued Nkour. Et la vallée de l'Oued Nkour est la plus grande vallée de la région, si vous voulez. Il y avait Oued Nkour, et puis la vallée de Bni Boufrah, et la petite vallée de l'Oued Amqran. Ils sont proches. Ces deux dernières sont proches l'une de l'autre. Et sur cette vallée de l'Oued Nkour,
où les Banu Salih ont décidé de changer leur capitale de l'Oued Amqran à l'Oued Nkour. Ils l'ont décidé parce que, je crois, aussi pour des raisons économiques, parce qu'il y a un vallée qui peut nourrir un peu tout le monde, parce qu'il y a un accès plus facile à la mer, où il y a cet îlot qui représente un port à l'abri, donc un port pratiquement naturel. Et dans la fouille, ou les fouilles qu'on a fait dans le royaume de Kour, on a trouvé même les traces des parcelles du terrain de l'époque, c'est-à-dire du Moyen-Âge. C'est-à-dire que ce royaume, il défendait cette partie du Rif qui est considérée comme la partie la plus riche, la plus intéressante, sur laquelle le royaume a été pratiquement basé, fondé. Et ce comportement par rapport à cet élément géographique a duré à travers l'histoire. N'oubliez pas que c'est là, dans cette vallée, que le mouvement de Abdelkrim Khattabi père et Mohamed bin Abdelkrim Khattabi fils est né et s'est développé. C'est à côté de l'Amqran qui se trouve Anwal, dont on va fêter bientôt son anniversaire, la grande bataille. Oui. C'est là où Jilali Rougui Bouhmara a été vaincu, chassé vers Silwan, puis après capturé, etc. Et c'est là beaucoup de choses. On peut aller jusqu'à ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Dire qu'il y a une grande tradition de résistance locale. De résistance pour défendre cette vallée. Ça a, je crois, une importance capitale. Dans l'ADN collectif, vous voulez dire, dans la mémoire collective? Oui, je crois même si vous voyez un peu tout ce qui s'est passé dans le Rif récemment, avec le Hirak, tout ça, là où c'était tendu vraiment, c'est les petits villages qui sont à côté de Hussein, sur la vallée, qui donnent directement sur la vallée. Imzuren, Tamassint, Djibouïej, Ajdir, jusqu'à l'Husima. C'est comme si on traçait une ligne. Donc l'histoire, ça nous aide à comprendre ça. Parce qu'il faut comprendre le sentiment des gens, le poids de l'histoire sur la population. On ne peut pas le comprendre si on ne revient pas en arrière et voir un peu toutes les étapes que la zone a traversées. Alors on a fait un grand saut là, entre la bataille entre les Nkouriens et les Fatimides et le XXe siècle de Abdelkrim Khattabi, la bataille d'Anwal contre les troupes coloniales, les troupes espagnoles. Entre les deux, il y a du temps qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des épisodes sur lesquels vous voudriez revenir par rapport à l'histoire de cette région? Non, on a commencé avant, on est revenu jusqu'à Bouhmara, donc enfin 20e siècle en tout cas. Est-ce que vous avez des marqueurs entre les deux sur lesquels vous voulez revenir? Non, c'est-à-dire après l'histoire de la région est en fait l'histoire du Maroc. C'est pas une région à l'écart du Maroc, non. C'est une région qui a contribué efficacement et fortement à l'histoire nationale du Maroc. Les Almoravides, ils sont passés par là parce qu'ils ont bien sûr détruit Nakour, mais personne ne dit que la région s'est révoltée contre eux ou non, rien. Les Almoravides étaient là, mais avec Youssef bin Tachafine, ces passages dans la région, vers l'Andalousie ou même vers l'Est algérien, vers l'Algérie. Quand ils faisaient ces harkats contre Oran, Tlemcen, etc., ils passaient par là, bien sûr. C'est un passage obligatoire. Nous savons qu'à l'époque Al-Mouhad, Al-Moumen, il a fait aussi des tournées. Restez sur les Almoravides 2 secondes, mais je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dit. Vous nous avez dit les Almoravides ont détruit Nkour. Oui. Mais personne ne dit qu'ils se sont révoltés, c'est-à-dire... Non, personne... Après la fin du royaume de Nkour, les Almoravides étaient là, parce qu'on sait qu'il y avait des compagnies militaires, des Almoravides dans tout le nord du Maroc, au départ, et même après, lorsqu'ils pesaient leur passage vers... Quand vous dites ils ont détruit Nkour, ils ont pris le contrôle de Nkour ou ils ont détruit physiquement la ville? Les textes disent que c'est eux qui ont détruit la ville, c'est-à-dire physiquement. Moi, quand j'ai travaillé un peu dans la région et j'ai recueilli un peu la tradition orale, j'ai trouvé une autre tradition un peu bizarre qui est liée à la pensée, si vous voulez, légendaire des gens. Ils disent non, c'est les Taggout. Taggout au rifin, c'est Dbaba. Ce sont les nuages. C'est les nuages qui ont chassé les gens de la ville. Ils connaissent la ville, ils connaissent le site de la ville. Ils l'appellent Tamdint, Medina. Il n'existe pas, mais ils le connaissent. Donc, on sait que les Almoravides, dans leur campagne, parce qu'ils sont en train de... C'est l'expansion almoravide, et ils ont attaqué Nakour, c'est pour mettre fin à ces petits pouvoirs qui étaient un peu éparpillés au Maroc, pour unifier. On sait que c'est le premier État, pratiquement, qui ont créé une administration centrale.
Et donc, à l'époque almoravide, ça y est, on n'entend plus parler du royaume de Nakour. Mais quand vous parlez de nuages, c'est-à-dire, vous imaginez que la ville ait pu être détruite par une tempête ou quelque chose comme ça, ou Non, qu'est-ce que ça veut dire, les nuages l'ont détruit? J'arrive pas à comprendre que... Ils disent les nuages. La ville a été envahie par les nuages et elle a été entièrement détruite. Ça, c'est la tradition Oui, mais orale. c'est possible, en fait. Moi, je ne crois pas que c'est possible. Je sais pas, une tempête, un raz-de-marée, j'en sais rien. J'essaie de comprendre. Moi, ce que je dis, c'est soit il y a certainement les compagnies militaires, mais Bien sûr. on ne va pas détruire tout, parce que la ville est rasée maintenant. Mais vu ce que j'ai vécu dans la région, je crois que ça, c'est plutôt un tremblement de terre. Ah, voilà. Donc, catastrophe naturelle. C'est plutôt un tremblement de terre très, très dur qui était à l'origine de la Disparition de la ville. De la destruction de la ville, pratiquement. Parce qu'il y a des séismes, on en a eu, c'est encore, Oui. Enfin, il n'y a pas si longtemps. Oui, ça. On connaît la région, on sait que la région est sismique. Et qu'on ait d'autres séismes, comme celui de Lisbonne, comme celui de Melilla, qui ont fait des ravages dans la région. Mais quand j'ai dit les nuages, c'est-à-dire ce que la tradition populaire croit. On a une ville très connue, mais elle est disparue, supprimée, reste plus. Elle est incapable d'aller chercher toutes ces étapes qu'on a passées ensemble là, les Almoravides, avant les Almoravides. Donc au moment des Almohades, il n'y a plus de Temdins, enfin il n'existe plus. Le site existait toujours, il est connu. Oui, mais il n'y a plus une population urbaine qui y vit. Non, il n'y a plus. Voilà. Maintenant, il y a le barrage. Ce que je voulais dire... Non, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle déjà aux Almohades. C'est-à-dire que la disparition de Kour, vous la placez au niveau des Almoravides. C'est au niveau oui, avec les Almoravides. D'accord, donc à partir du des Almohades, on n'a plus ce centre, cette capitale. Non, les Almohades, on sait que El Mazma est devenu un centre pour développer un peu l'industrie des bateaux, de tout ça, badisme, Mazma, etc. À l'époque Almohade. À l'époque almoravide, on sait qu'il y avait une attaque contre la ville et les informations s'arrêtent après. On a des informations plus tard qui disent que c'est là où il y avait le site de Nakour, le site du royaume de Banu Saleh, etc., etc. Encore une chose, dans les sources, c'est l'une des régions, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais c'est l'une des régions où tout ce que les sources disent sur la géographie de la zone montre qu'il n'y avait pas de changement important depuis l'époque des Banu Saleh, comparant l'époque de Banu Saleh avec l'époque actuelle. Même les noms des tribus. On parlait des Bni Urial, ils sont toujours là. On parlait de Jabal Abil Hassan, il est là. On parle de Temsaman, la tribu de Temsaman, elle est là. On parle de Badis, elle est là. Barkoya, ils sont là. Donc, dans les sources, parfois, la nomenclature change à travers les siècles. Mais là, dans le cas de Nakour, tous les noms évoqués par les sources, on les retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en concluez du fait que ça... Il y a une sorte continuité. Une continuité et un attachement à la terre, très fort. Voilà. Ils sont partis, immigrés vers l'Algérie au départ. Vous savez, les origines de l'immigration marocaine, c'est vers l'Orient. Charqo, ils disent Charqo. Puis après, à partir de l'Algérie, c'est la France. À partir de la France, c'est... Pour les Rifins, c'est d'abord l'Espagne, parce qu'ils ont contribué à l'armée de Franco, du général Franco, et à la guerre civile espagnole. Après la France, l'Espagne, c'est la Belgique, c'est la Hollande, c'est l'Allemagne. Mais ils retournent chaque année, même la nouvelle génération, ils retournent tel le pays. D'ailleurs, parmi eux, des gens qui investissent dans la terre, ils achètent la terre et ils essaient de cultiver tout ça, même s'ils savent que même leurs fils, ils ne vont jamais retourner définitivement au bled, comme on dit. Donc il y a un attachement, c'est clair. Et ça, c'est d'ailleurs chez les Rifins, mais dans le sud, les gens de Sousse aussi, qui ont pratiquement le même comportement par rapport à... Merci beaucoup. On en sait beaucoup plus sur le royaume de Nkour, la tradition locale, l'attachement à la terre, les Normands, les Saleh Ben Mansour, ses enfants, la vallée, les rapports avec un peu tout leur environnement. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie, Sidi. Barakallahu fik. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.